Bonjour et bienvenue dans Les Voix de la Science, le podcast qui te présente chaque mois le portrait d'une ou d'un scientifique, au travers d'interviews rafraîchissantes. Parce que la science est plurielle et l'éducation fondamentale, on plonge ensemble dans un océan de parcours, métiers et profils scientifiques parfois atypiques, en tout cas variés. Je suis Béatrice Urba et ceci est la deuxième partie de l'interview avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Béatrice. C'était quoi ta matière préférée au lycée ? Question difficile, je pense que c'était l'histoire. J'ai eu un super prof en seconde, j'ai eu le même en terminale. Enfin, histoire géo, vraiment ensemble, découverte d'une matière en fait qui est devenue une matière de réflexion et plus seulement une matière d'apprentissage au lycée. Donc vraiment une découverte d'une nouvelle discipline. Après, il faut faire justice aussi à la littérature, où du coup c'est en littérature que j'ai commencé à aussi appréhender l'anthropologie et la linguistique, qui sont un peu deux disciplines qui m'ont aussi suivie et que j'aime beaucoup. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais actuellement. Ça n'a rien à voir ? Si, ça a à voir. Mais bien sûr que si. L'histoire, parce que histoire de l'art, parce que quand j'enseigne, on fait aussi pas mal d'histoire avec mes élèves. Dans le podcast, je fais un peu de linguistique de temps en temps, un peu de littérature, un peu d'histoire également, d'anthropologie, parce que la Bible c'est quand même un texte très ancien, donc on le lit aussi à la lumière de son époque historique, de son époque de rédaction, de son ère géographique de rédaction. Donc ouais, c'est pas complètement étranger à mes centres d'intérêt actuels. Mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec mon métier de data analyst aujourd'hui. Est-ce que tu te considères comme une scientifique ? Non. Parce que ce que je fais en data, pour le coup, c'est vraiment de la description d'observation. On pourrait dire que c'est scientifique, mais c'est pas... il y a vraiment une volonté déjà plus militante, plus d'action sur le monde et pas tellement de description du monde. Enfin voilà, il y a pas une volonté de dire la vérité, mais de trouver des indicateurs qui reflètent la réalité et qui permettent d'améliorer pour le futur. Donc on est déjà beaucoup dans l'action, et d'ailleurs, en fin de prépa, je me souviens très bien de m'être vraiment posé la question, le choix entre école de commerce et université s'est posé à ce moment-là, et le choix de l'école de commerce, il s'est fait parce que je voulais être aussi dans l'action, et j'avais l'impression vraiment que la recherche c'était hors du monde, qu'il n'y avait pas assez de liens... même pas avec le militantisme, parce qu'à la limite les liens avec le militantisme me gênaient plus qu'autre chose. Je trouvais qu'il y avait presque une récupération politique des chercheurs, et pas assez par contre d'actions concrètes, hors du militantisme avec comme un vœu pieux, comme juste une action politique, mais une action très concrète sur aujourd'hui par exemple on voudrait qu'il y ait plus de femmes scientifiques, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y en ait plus ? Et donc la question aujourd'hui qui se pose dans mon métier de data analyst, c'est on veut que les produits durent plus longtemps, qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils durent plus longtemps ? Il faut aller voir concrètement les fournisseurs, qu'il y ait plus de pièces détachées pendant plus longtemps, que les produits soient plus fiables, mais qu'aussi les utilisateurs aient une meilleure connaissance de leur électroménager, qu'ils soient très sensibilisés à la réparation, à leur longévité, qu'ils soient moins sensibles au prix. Voilà, ça va être toutes ces questions-là qui vont entrer en compte, et là je trouvais et je trouve toujours, que le monde de l'entreprise, en tout cas, va plus répondre à ces problématiques parce qu'on est dans ces jeux d'action. Je dirais même pas de pouvoir, parce que justement, il y a aussi des jeux de pouvoir au sein de la politique et de la faculté, de la recherche. Mais là, c'était vraiment d'être tout de suite dans l'action, et pas seulement soit de bonnes intentions, soit de belles observations, et voilà. Le militantisme, je pense que j'y viens aussi finalement, tu vois, j'y arrive aujourd'hui, mais à l'époque, ça me semblait pas être pertinent du tout. Et la recherche, j'avais l'impression qu'elle allait m'éloigner de ça, qu'elle était justement prise dans un militantisme stérile, un militantisme d'idées. Et ça me gênait beaucoup. Je me souviens en fait d'avoir été choquée par une intervention d'un sociologue qui était venu nous parler en prépa. Je me suis dit, mais en fait, moi j'ai pas du tout envie de travailler pour que mes idées soient reprises par des politiques, que ce soit juste une guerre de grands politiques. Ce que j'ai envie, c'est de travailler sincèrement sur des objets qui m'intéressent. Et je pense que j'avais quand même aussi un peu cette âme de justicière, et j'ai envie d'être militante, mais pas pour un camp en particulier, d'être militante pour la justice en fait. Par rapport au fait de se sentir scientifique ou pas, c'est vrai qu'on a un peu le cliché de un scientifique qui travaille dans un laboratoire avec une blouse blanche, des éprouvettes, ou des programmes très compliqués pour la NASA, alors que c'est vrai qu'en fait j'ai fait des sciences sociales, et c'est vraiment les disciplines qui m'animent le plus.
et on a tendance à moins les considérer comme science. Quand on dit juste science comme ça, la science, on pense pas du tout aux sciences sociales et aux humanités, alors que selon moi elles le sont tout autant, elles le sont juste d'une autre façon. C'est pas tout à fait la même épistémologie, c'est pas tout à fait les mêmes prédicats, mais je trouve que souvent justement on a tendance à oublier à quel point les sciences qu'on dit dures, donc que sont les mathématiques, la physique et la biologie, reposent aussi sur beaucoup de postulats, beaucoup de croyances, parce qu'on croit qu'il y a des lois, justement. Il y a une croyance selon laquelle le monde fait sens, selon laquelle il y a des lois qui régissent le monde, sinon on n'essayerait même pas de faire des mathématiques, ni rien. Et tout ça, voilà, c'est des vraies croyances, ça n'en est pas moins valable, à mon sens. C'est juste qu'il faut avoir conscience qu'il y a des croyances, que tout n'est pas noir ou blanc. En science, justement, il n'y a pas le vrai et le faux, il y a des modèles qui décrivent plus ou moins bien la réalité. Et de la même façon, en fait, en sciences sociales, les concepts qui sont créés, ils décrivent plus ou moins bien des réalités à certaines époques, dans certains contextes, et ils ont leur validité, ils ont aussi des limites de validité. Et c'est très intéressant, les débats qui existent aujourd'hui, par exemple, sur des termes comme intersectionnalité, etc. Je pense que faut pas oublier voilà, que justement les concepts, ils ont été créés dans un certain contexte, et parfois ils sont très performants, ils ont une validité qui va au-delà de ceux du cadre dans lequel ils ont été pensés, mais ils sont aussi toujours questionnés. Et c'est la même chose aussi en sciences, en physique, qui ont leurs limites. Typiquement en physique, on sait très bien que la physique qu'on dit newtonienne, elle a une limite à partir d'une certaine taille des éléments. Voilà. C'est la même chose en sciences sociales, c'est bête, mais les limites, elles sont géographiques et temporelles. Est-ce que tu as des conseils pour des personnes qui aimeraient soit faire le même métier que toi, soit qui auraient des questions par rapport à justement le fait de ne pas choisir pour leur orientation? Les principaux conseils par rapport à une orientation, qu'elle soit post-bac ou même avant, parce que nous n'oublions pas, le lycée c'est pas du tout une formation obligatoire aujourd'hui, c'est déjà de prendre le temps de vraiment s'écouter, de prendre le temps de se questionner, de pas avoir peur en fait du questionnement et du doute. C'est normal de douter, c'est normal de pas savoir, et surtout de ne pas avoir peur de s'engager dans une voie qui peut sembler tout de suite spécialisée, tout de suite quelque chose d'assez particulier. Moi j'ai été beaucoup dans le général, et je dirais pas que c'est une erreur, mais c'était par peur justement de se spécialiser. Or, de mon expérience, on arrive toujours à raccrocher les wagons. Si on a envie de faire une formation complémentaire, de bifurquer, c'est toujours possible si on sait le justifier, si on sait justifier nos intérêts. Et que voilà, ce serait dommage de se priver de certaines orientations parce qu'on considère qu'elles sont trop spécialisées, trop professionnalisantes. Faut vraiment prendre le temps en fait de se questionner, de savoir ce qui nous intéresse vraiment, et pas avoir peur aussi, enfin surtout contacter, je pense, des gens qui sont dans le domaine, ne pas s'auto-censurer. Je pense que voilà, mon premier conseil c'est ne pas s'auto-censurer, parce que la pire des censures c'est celle-là, et c'est celle qu'on savourera jamais et qui sera la plus difficile à dépasser, parce qu'on se l'est infligée à nous-mêmes et on n'a que nous-mêmes à blâmer pour ça. Après, pour faire de la data, il faut pas abandonner les maths, et surtout ne pas avoir peur des maths. Je pense que d'ailleurs, puisqu'on est sur un podcast de science, là-dessus, ne pas avoir peur des maths, surtout quand on est une fille, on nous apprend presque à avoir peur des maths, alors que c'est pas plus difficile que du dessin, c'est pas plus difficile qu'autre chose, c'est juste qu'il faut accepter l'abstraction et le concept. Et vraiment, à partir de là, il y a une grande satisfaction à résoudre un problème de mathématiques. C'est une blague qu'on se fait parfois en BL, mais enfin donc dans la prépa que j'ai faite, où parfois pour reposer son esprit on fait des maths. Parce que il n'y a jamais de réponse dans les autres... de réponse... voilà, il y a quelque chose de rassurant dans les maths. Dans les autres matières, on va toujours avoir un questionnement, même à la fin, on n'est pas arrivé à la fin d'un raisonnement, alors qu'en maths, une fois qu'on a trouvé la réponse à notre problème, on l'a trouvé quoi. À part si on est chercheur en maths, et là, il y a toujours des questionnements qui restent, mais quand on fait juste des exercices, qu'on est juste un étudiant, en tout cas, on n'est pas encore dans cette démarche-là. Et vraiment, les maths en France, aujourd'hui, ça reste une clé pour rentrer et rester dans les matières scientifiques. Et que ce soit bien ou mal, j'ai pas de jugement moral à porter sur les maths. Pour moi, c'est un bon exercice de l'esprit. Après, il faut pas en faire une école de pensée logique, comme si c'était la seule valable, et la seule valable en sciences notamment. Mais voilà, ne pas s'effrayer, ne pas se dire je suis mauvais en maths. En fait, il y a personne qui est bon ou mauvais en maths. Il y a juste à avoir le déclic, à avoir les bonnes explications, avoir la personne qui comprend la difficulté en face. C'est aussi un souvenir que j'avais en prépa.
de notre prof de maths qui, au demeurant, était très, très sympa et très bien, mais qui avait du mal à comprendre l'incompréhension de certains élèves face à certains concepts. Et je me souviens que j'avais l'impression en tout cas de bien saisir ce qui pouvait ne pas être compris dans le raisonnement, et d'essayer de coacher mes camarades, de leur expliquer en tout cas à ma manière, et j'ai le souvenir que ça a marché une fois ou deux quand même. Et c'est vrai, ce truc de... parfois c'est vrai qu'on n'arrive plus à expliquer parce qu'on voit plus où est l'incompréhension. Mais en fait, il y a plein d'incompréhensions qui sont complètement normales quand on passe de l'espace en 3 dimensions à l'espace à n dimensions. C'est quand même difficile à imaginer pour n'importe quel esprit. Ça demande un vrai grand écart. Et là, je parle d'imagination en le faisant exprès parce que c'est pas que du concept de la logique, c'est aussi justement de l'imagination. On peut d'arriver à se représenter ces choses-là. Et c'est des matières qu'on a trop souvent représentées comme des matières arides, des matières comme si elles étaient dépouillées de tout ce qui ferait le sel de la vie, alors qu'en fait, il y a beaucoup, je pense, d'imagination qui est nécessaire pour faire des maths, et que, voilà, il y a un peu une emprise masculine et militaire, en fait, dans les champs lexicaux et dans l'imaginaire autour des maths, alors que, je pense que c'est pas du tout ça, les maths. C'est exactement comme la phrase de Proust, qui est souvent dite très difficile, très compliquée à manier, alors qu'en fait, il y a tout ce qu'il faut, il y a les virgules, les respirations elles sont là, donc en fait elle est compréhensible pour tout un chacun, il suffit de s'y pencher un peu, et puis en fait c'est pas si intellectuel que ça, c'est surtout très drôle, et avoir conscience aussi de l'humour qu'il y a dans les matières qu'on fait. En fait, de la joie et de la bonne humeur qu'on peut avoir à faire des sciences, à faire des choses, voilà, des maths, ça s'emboîte bien, la géométrie quand même, c'est sympa, tous ces théorèmes où tout fait sens à la fin, c'est agréable à faire, donc voilà. Est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours où tu t'es sentie totalement perdue ou abandonnée ou face à un gros échec? Ouais, je pense qu'il y a eu le moment où j'avais terminé ma première année donc en école d'histoire de l'art, et en fait je me suis aperçue que ça me plaisait pas du tout. Et le truc là, c'est que j'avais fait un vrai gros choix justement en choisissant cette école de commerce parce qu'elle avait ce double diplôme avec cette école d'histoire de l'art, et je me suis retrouvée à me dire mais qu'est-ce que je vais faire en fait, enfin, cette école me plaît pas, enfin, l'enseignement tel qu'il est fait là-bas, tel qu'il est donné, me pose beaucoup de questions. Alors tout ça a changé depuis, hein, vraiment. Enfin, du point de vue de la politique de l'école sur la pression des élèves, elle a vraiment évolué, il y a une écoute qui s'est mise en place justement dans les années suivantes. Mais vraiment, ça m'a posé question, et je me suis demandé est-ce que je devrais pas plutôt faire une année de césure pour faire un diplôme avec une école en sciences sociales, ce que je n'ai pas fait, ce que j'aurais peut-être dû faire honnêtement. Après ça m'a ouvert à plein d'autres choses, donc j'ai pas de regrets spécifiques, mais c'est vrai que là, à ce moment-là, j'étais perdue, et donc j'ai continué dans mon tunnel et je suis sortie, donc j'ai continué cette école, je l'ai terminée, et c'était d'autant plus difficile que je pensais plutôt que ce serait l'inverse, je pensais que je m'intégrerais moins bien en école de commerce et beaucoup mieux dans une école d'histoire de l'art, et finalement ça a été complètement le contraire. C'est pas facile d'avoir 2 maisons, et quand on a trouvé sa maison aussi, parfois il faut pas forcément chercher non plus trop ailleurs. Et je dis pas du tout que c'était un problème d'avoir fait ce double diplôme, je suis contente de l'avoir fait, mais en termes de vie d'école, c'était pas nécessairement facile. Et du coup, à l'inverse, est-ce qu'il y a un moment dont t'es la plus fière dans ton parcours, que ce soit par rapport à l'école ou pas, hein, ça peut être par rapport à une asso que t'as fondée dans ton école. C'est pas tellement une fierté, c'est vraiment juste une satisfaction d'avoir fait partie donc de l'asso de comédie musicale de mon école. Et pour le coup, bon, on a fait plein de choses ensemble, mais c'est pas ces choses qui me satisfont aujourd'hui, c'est l'amitié qu'on a liée, parce qu'on a lié dans une relation qui est à la fois une relation un peu de travail, parce que quand même c'est dans le cadre associatif, on a pas mal travaillé ensemble, c'était une grosse production, et pour le coup on a réussi à faire notre premier sold out de l'histoire de l'association, donc le premier spectacle où toutes les places ont été vendues, c'était celui qu'on a produit, donc il y avait quand même une certaine fierté là-dessus. Mais vraiment bien plus que ça, hein, c'est les relations que j'ai nouées aujourd'hui, c'est toujours mes meilleurs amis, quoi. Et c'est parce que voilà, on a su. Alors la grande fierté, c'est que du coup, souvent entre
Dans cet asso, il y a 2 équipes, il y a l'équipe de création du spectacle et il y a l'équipe de production du spectacle. Donc en gros, la partie artistique et la partie administrative. Moi, je faisais partie de la partie administrative, et traditionnellement, les deux parties fonctionnent pas bien. Les 2 groupes, les 2 équipes s'entendent pas. Et il se trouve que notre année, ça a super bien fonctionné. Et ça aussi, j'en suis très fière, parce que c'est une conviction que j'ai, c'est que la collaboration, ça mène à tellement de bonnes choses. Et aujourd'hui, j'en suis encore très convaincue. Et après, sinon, plus d'un point de vue vraiment académique, ce qui était super, c'est donc ma dernière année d'école, c'est là où j'ai fait ma spécialisation en analyse de données. Donc avec notre groupe d'étudiants, on avait un projet qui était soumis justement par l'enseigne de distribution pour laquelle je travaille aujourd'hui. C'est comme ça en fait que j'ai pu intégrer ce groupe-là. Et je suis quand même assez contente parce qu'on avait gagné en fait le concours de la chaire de spécialisation que je faisais. Et ça c'était quand même super chouette parce que c'était un vrai accomplissement en fin d'études, juste avant d'être recrutée, ça faisait vraiment plaisir. Bien, merci beaucoup Isabelle d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions. On rappelle qu'on peut te retrouver sur quelle plateforme ? Sur Instagram @vocaradio et sur Spotify, Apple Podcast et Google Podcast en cherchant le podcast donc Tohubohu, et sinon sur encore.fm/vocaradio. Quant à moi, je vous remercie, vous, nos auditeuristes, d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos questions, aussi bien sur nos réseaux Twitter, Instagram, mais aussi par mail, qui se trouvent dans la description de cet épisode. À bientôt!